Merci beaucoup et vous m'entendez bien. Très bien. Bonjour à tous et merci au CEPI de nous donner l'occasion d'intervenir et d'échanger sur ce thème de la propriété intellectuelle au service de la souveraineté française. Dans cette table ronde, nous sommes quatre à échanger, je dirais, de manière libre sur ce sujet. Madame Anne-Catherine Milleron, vous êtes responsable Europe pour la direction de l'action économique de l'INPI. Très récemment, en fait, vous êtes revenu en France puisque vous étiez auparavant conseillère à l'ambassade de France en Corée. Et là-bas, en fait, vous couvriez non seulement la Corée, mais également le Japon et Taïwan. Donc, vous avez une expérience, je dirais, de ces questions dans la sphère asiatique. Participe également M. Jan Dietrich, qui est directeur de la propriété intellectuelle du groupe Atos. Jan Dietrich, vous avez auparavant exercé pendant plusieurs années chez France Brevet, mais vous avez aussi été à la direction de la propriété industrielle dans des grands groupes à la fois français et étrangers, ce qui sera également intéressant pour discuter de ces questions. Et puis, M. Patrice Vidon, qui semble assez difficile à présenter, à vrai dire, mais en tout cas, vous êtes conseiller en propriété industrielle, ancien président de la compagnie, et vous exercez activement dans de très nombreuses organisations professionnelles à l'international, et donc je pense que vous pourrez nous détailler celles qui sont particulièrement pertinentes pour ce sujet. Aussi bien en relation avec nos collègues anglais, américains, chinois, ainsi que dans le comité préparatoire de la JU. Et en ce qui me concerne, donc Geoffroy Cousin, je suis également conseiller en propriété industrielle et je suis président et associé fondateur du cabinet Fidal Innovation et un jeune cabinet de conseil en propriété industrielle puisque nous avons 3 ans d'existence. Donc pour préparer cette table ronde, qui parle de la souveraineté et de la propriété intellectuelle au service de cette souveraineté, comme nous connaissons à peu près tous la propriété intellectuelle, je me suis posé la question de la définition de la souveraineté. Et donc, j'ai trouvé 2 définitions intéressantes dans le Larousse et dans le Robert, que je vous livre. La souveraineté, c'est le pouvoir qui l'emporte sur les autres pouvoirs, d'après le Larousse. Et pour le Robert, c'est le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Je pense que ce sont des définitions qu'on aura sur lesquelles on aura l'occasion de revenir cet après-midi. Le plan que nous avons choisi d'aborder pour cette présentation va d'abord être, je dirais, un constat du rôle de la propriété intellectuelle au service de cette souveraineté et dans un deuxième temps, des propositions que nous pourrions faire pour renforcer, si nécessaire, ce rôle. Pour commencer donc sur la question du constat, je vais commencer par m'adresser à Madame Milleron pour qu'elle nous présente l'INPI et le rôle que l'INPI tient, pour soutenir la propriété intellectuelle au service de cette souveraineté, aussi bien en France avec la réforme récente introduite par la loi Pacte sur le droit des brevets qu'à l'étranger du fait de son expérience à l'international. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la parole. Oui, effectivement, donc je vais vous présenter l'INPI, évidemment, tout le monde ici connaît. On a un petit peu un monopole des dépôts de brevets en France. Bon, on partage quand même un peu avec l'OEB, mais c'est quand même nous qui avons le mot final sur la délivrance et sur la protection des brevets en France. Mais au-delà de ça, l'INPI a aussi un rôle de proposer finalement des améliorations d'ordre légal pour la France. Et afin de faire cela, on doit quand même étudier fortement et puis rester proche des entreprises et de la réalité économique de la France et puis du monde maintenant. Tout est lié. On ne peut pas effectivement rester juste franco-français dans son coin. Donc ça, c'est un travail que l'INPI fait et essaye en tout cas de faire au mieux. Donc, rester à l'écoute des réalités économiques et de rester à l'écoute du terrain et des PME. Voilà, donc nous, on propose des changements et effectivement, comme l'a dit M. Cousin, le dernier changement qu'on a eu, changement majeur, c'est la loi Pacte
finalement, cette loi Pacte, elle avait le but de renforcer cette souveraineté, surtout de la manière suivante, donc de faciliter les dépôts, notamment de brevets, hein, comme avec les brevets provisoires, pour que ce soit attractif pour les startups, par exemple, qui ont une idée, qui veulent brièvement au moins pouvoir déposer une idée, puis ensuite la transformer, pourquoi pas, en brevet plus tard. Puis aussi en renforçant donc, le brevet avec des positions en interne et aussi l'activité inventive qui est maintenant un critère de refus de la part de... Je sais que cette loi Pacte n'a pas été unanimement appréciée lorsqu'elle est sortie, mais nous sommes convaincus que cela aura un effet positif sur la souveraineté française et sur l'écosystème propriété intellectuelle, finalement, qui est la première chose à renforcer. Quand on veut parler de souveraineté à l'étranger, il faut déjà qu'on soit souverain sur quelque chose et donc qu'on défende et qu'on dépose notre propriété intellectuelle de façon à pouvoir justement devenir des leaders dans le monde entier. Voilà, sachant que le constat quand même est assez flagrant. Hein. Dans la dernière étude de l'Union européenne, on sait qu'il y a 9% seulement des PME qui ont des droits de propriété intellectuelle. Je parle bien des PME. Hein. Et on sait que 45% du PIB de l'UE par an, c'est des entreprises qui ont une forte intensité de droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous montre que la propriété intellectuelle a un rôle à jouer hein, dans la souveraineté. Voilà. Je voulais ensuite vous parler un petit peu aussi du réseau international de l'INPI, dont vous avez eu un aperçu quand même avec Nelson, qui a fait une excellente présentation sur son territoire, sur la Russie. Mais on dispose d'un réseau assez grand qui couvre plusieurs pays. Si vous avez mon écran, vous voyez la zone des conseillers internationaux. En fait, on couvre presque 100 pays ou 100 pays à travers le monde grâce à ce réseau. Et ce réseau, c'est aussi une façon pour l'INPI d'essayer d'aider la France sur cette souveraineté en aidant directement ou indirectement les PME, soit en essayant de lever donc des barrières dont Nelson a parlé, hein, qui représentait, je ne me rappelle plus, moins de 10%, quelque chose comme ça, mais 6%, si je me souviens bien, des barrières d'accès au marché des pays, c'est de la propriété intellectuelle. Donc voilà, ce réseau est là pour discuter avec nos homologues, pour aider à ce que le terrain de propriété intellectuelle dans les autres pays soit accueillant pour les entreprises françaises et de pouvoir aussi aider les entreprises françaises directement. Et il faut savoir qu'effectivement, là où j'étais avant, donc en Corée, Japon et Taïwan, sont des pays qui misent beaucoup sur la propriété intellectuelle. On a pu d'ailleurs le voir dans la présentation précédente avec des chiffres assez éloquents hein, du nombre de dépôts de brevets japonais et coréens. Et c'est vrai qu'on peut voir que ces pays ont une forte politique propriété intellectuelle à extrêmement haut niveau. Hein, politiques qui se prennent au niveau présidentiel ou en Corée ou au niveau du Premier ministre au Japon et avec des actions très, très fortes. Hein. Je me rappelle une fois où j'avais été choquée par le Premier ministre coréen qui, dans un discours, disait on va créer 50 000 emplois liés directement à la propriété intellectuelle dans les 5 années prochaines. Et c'est vrai que c'est l'utilisation de la propriété intellectuelle comme création d'emplois directement. J'ai trouvé ça très beau. Voilà. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Madame Milleron. Et du coup, je souhaitais me tourner vers Yann Dietrich, qui du coup représente une entreprise privée, hein, le groupe Atos. Et dans cette question en fait de la souveraineté française, en fait, on peut se poser la question de finalement comment les entreprises privées
peuvent être impliqués dans cette question de la souveraineté française, à l'heure où on voit, je dirais, aujourd'hui des grands groupes internationaux, des alliances entre entreprises, je dirais, multinationales, même les sociétés françaises qui ont de nombreuses filiales de recherche et développement à l'étranger. Donc finalement, comment est-ce qu'on conserve cette identité française? Est-ce qu'il faut la conserver? Est-ce que c'est important de la conserver? Est-ce que ça peut être un atout aussi économique pour vendre, je dirais, des prestations et des services? Et au-delà du cas d'Atos, en fait, on peut peut-être aussi se poser la question des plus petites entreprises, des PME, des startups technologiques qui sont issus de nos laboratoires scientifiques excellents et qui, finalement, dans leur développement, finissent par, entre guillemets, changer de pavillon, peuvent être attirés par des fonds étrangers. Et est-ce que vous pensez que c'est un problème? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez comme opinion sur cette question? Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup à l'INPI, au CEPI pour l'invitation. Pardon. J'aimerais ajouter 3 perspectives en fait un peu différentes parce qu'en fait la souveraineté pour nous c'est la capacité pour nous de pouvoir faire ce que l'on veut. Et effectivement, on est dans l'écosystème français, donc c'est la capacité pour nous et nos alliés, qui généralement sont quand même des sociétés françaises, la capacité pour nous de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, elle va se traduire des fois aussi par la reconnaissance qu'on est envahi par la propriété intellectuelle des autres. Et effectivement, pour faire écho, je n'ai pas tout suivi la discussion de Pierre-Emmanuel Meurice sur les mouvements open source ou sur la négation de propriété intellectuelle ou le challenge autour de la propriété intellectuelle. Mais dans un certain nombre de cas, on va aussi, nous, regarder des environnements et se dire, on ne peut pas ou on ne pourra pas suivre. Et donc, comment on va régler le problème? On a eu un cas très, très récent sur une initiative franco-allemande autour de la souveraineté numérique, autour du cloud numérique qui s'appelle GaiaX. Et quand on a regardé le nombre de brevets qui avaient été déposés par nos chers homologues et compétiteurs divers et variés à travers le monde, on a réalisé qu'il valait mieux qu'on essaye de promouvoir une approche open source, une approche royalty-free, y compris sur les brevets, pour pouvoir créer un spectre une aura de protection autour de ces technologies-là. Et donc, ça ne passe pas nécessairement par l'accumulation de propriété intellectuelle, ça peut aussi passer par d'autres domaines, par d'autres outils pour essayer d'asseoir cette souveraineté à travers notre liberté. C'est-à-dire, il y a des fois, en fait, on a raté le coup. Et effectivement, notre seule manière de pouvoir ne pas rester souverain, c'est d'éviter que des compétiteurs étrangers puissent faire effet de levier sur leurs brevets pour nous empêcher de faire ce qu'on veut. Une deuxième chose, c'est dans nos technologies, et là c'est vraiment dans l'IT, on a quand même une approche de la propriété intellectuelle qui est un peu différente, par contre qui rend la possession de propriété intellectuelle absolument importante, mais le concept de liberté d'exploitation est un peu twisté. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on a besoin d'avoir d'armes, on a besoin d'avoir des brevets pour pouvoir répondre à quelqu'un qui nous opposerait ses propres brevets, mais on ne va pas nécessairement avoir des brevets sur la même chose. On est souvent dans ces logiques de licence croisée. Globalement, tu m'embêtes sur le quantum, je vais t'embêter sur le cloud. Et in fine, mon exposition va être équivalente à ton exposition et du coup, on va trouver une autre manière de faire. Et c'est vrai que c'est éminemment important. Encore une fois, là, c'est dans un souci de liberté. Et l'objectif numéro 1 pour nous, c'est d'avoir notre capacité à innover. Pas nécessairement bloquer les autres, mais ne pas être bloqué parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres sur un certain nombre de technologies, c'est juste aberrant. Il y a certains standards où une fois j'avais vu que sur le Blu-ray, il y avait 9000 brevets. On est incapable de jouer dans cette cour et ça devient, même pour un grand groupe, ça devient problématique, les volumétries de brevets qu'on peut avoir. Et donc, on a besoin d'avoir ce portefeuille de brevets pour, encore qu'une fois, préserver notre capacité. Troisième éclairage sur les aspects de souveraineté,
c'est des choses que j'ai pu voir sur un certain nombre de startups ou même de sociétés plus matures, sur des comportements prédateurs pour entre guillemets, voler ces technologies. Il y a des pratiques qui consistent notamment pour les sociétés françaises ou européennes qui vont aller sur le territoire américain à globalement initier une action en contrefaçon sur quelque raison que ce soit. Un très bon sujet en ce moment, c'est le savoir-faire, parce que c'est éminemment compliqué quand on a une collaboration, quand il y a eu des relations, de pouvoir se défendre, parce que dans bien des cas, on va devoir se retrouver dans une situation à prouver un fait négatif. On voit des condamnations qui sont de plus en plus importantes. On a encore un exemple récent, il y a une société VAD qui a été condamnée à 14 millions de dollars contre la société Proofpoint parce qu'ils avaient recruté un ex-CTO. Je ne peux pas commenter le fond du dossier parce que je suis ignorant, mais on a vu toute une série de choses où on voit ces sociétés-là qui sont sujets à des actions. Leur cash est complètement siphonné par le besoin de se défendre et ces sociétés se font généralement racheter à vil prix. On a eu d'autres cas. C'était une société française dont le nom m'échappe. Pareil, qui avait été sujet à une action en violation de savoir-faire, plus contrefaçon de brevet, qui pour se défendre a dû mobiliser énormément de cash, qui du coup a dû faire un profit warning, qui du coup a vu son cours en bourse s'effondrer et du coup a été racheté à vil prix. Donc là, il y a un vrai besoin, au-delà de la détention de propriété intellectuelle, d'avoir la capacité pour ces sociétés-là à se défendre. Un autre phénomène qu'on avait vu, c'est un peu vieux parce que c'est une étude qui avait été faite il y a quelques années par France Brevet, c'était sur la manière des sociétés françaises à préserver les technologies françaises en France. Et on avait vu une vraie différence de comportement entre la France et l'Allemagne, où c'est très compliqué d'avoir des résultats parce qu'il faut vraiment faire des analyses, des sessions et bien souvent, elles ne sont pas nécessairement enregistrées. Mais les résultats voyaient quand même la capacité des grands groupes allemands à garder les meilleurs technos en Allemagne, tandis qu'en France, on laissait un peu trop souvent partir les technos à des investisseurs étrangers. Et effectivement, là, il y a, je pense, un peu de patriotisme technologique à développer au sein de nos grands groupes français, et je plaide volontairement coupable aussi. Merci Yann. Donc je retiens que voilà, il est important déjà de disposer d'une politique de propriété intellectuelle qui nous permette de défendre pour une entreprise privée sa souveraineté et sa liberté, et puis qui se pose la question finalement du savoir-faire, enfin du transfert de connaissances et du transfert de savoir-faire au-delà de la protection par brevet des inventions. Et ce transfert technologique, en fait, relève aussi la question des normes et des brevets essentiels aux normes, que d'ailleurs vous avez évoqué dans votre présentation, puisque finalement, aujourd'hui, est-ce qu'en France, on est bien armé et est-ce qu'on est bien affûté sur ce sujet des brevets essentiels aux normes? Madame Milron, donc, je vous redonne la parole avant de rebasculer vers Patrice Vidon pour vous faire part de notre expérience dans ce domaine. En effet, quand on regarde donc, cette problématique des brevets essentiels, comme disait Yann, quand on voit le nombre de brevets qui appartiennent des fois à une norme, comme ces milliers de brevets pour le Bluetooth, c'est une vraie jungle, il faut reconnaître. J'ai regardé par exemple les brevets. Alors, il y a une étude qui a été faite. C'est toujours très compliqué de faire des études sur les brevets essentiels parce qu'on a du mal à savoir quel brevet est essentiel à quelle norme. Après, il existe des patent pools ou les organismes de normalisation qui ont eu une idée, mais c'est toujours très compliqué. Et sur, par exemple, la 5G, effectivement, les entreprises européennes sont pas très nombreuses. Si on regarde, les premiers sont chinois, et États-Unis, et Corée, et puis on retrouve à la 5e position Nokia, donc une entreprise européenne.
Et en fait, 80% des brevets de la norme sont entre 10 entreprises, hein, et la plupart de ces entreprises, à part Nokia et Ericsson, sont toutes des entreprises soit US, soit Chine, Corée et un petit peu Japon aussi. Donc c'est vrai que la France n'apparaît pas là-dedans. Donc c'est un enjeu qui est quand même intéressant, ce problème de normes. Je sais que la Commission européenne a travaillé là-dessus, mais bon, l'État n'a pas vocation, ou ne voudrait pas en tout cas mettre un cadre légal trop contraint pour ces CEP, mais la Commission européenne a fait des recommandations, hein, sur comment on peut travailler sur ces CEP, comment on peut essayer de rendre un peu de transparence, notamment pour l'enregistrement d'un brevet en tant que brevet essentiel, des recommandations sur la transparence de la part des organismes de normalisation et des patent pools, sur comment accéder, comment savoir quel brevet appartient à quelle norme. Donc ça, c'est des recommandations qui ont été mises par la Commission européenne en 2017, me semble-t-il. En 2018, les Japonais sont allés sur le même sujet et ont même proposé que le Japan Patent Office, donc l'équivalent de l'INPI, propose de vérifier qu'un brevet soit essentiel ou pas dans le cadre d'un litige au tribunal. Donc, essaye aussi de porter d'avoir des choses vraiment très concrètes que l'on peut proposer dedans. La Commission européenne proposait aussi sur la problématique, hein, de licence et de rémunération, de prendre en compte bien la valeur ajoutée qu'a la technologie par rapport à l'objet. Donc, c'est des choses importantes qui sont toujours en cours de réflexion. Nous, du côté de l'INPI, on essaye donc de suivre ça avec un intérêt très fort. Et puis, on essaye surtout d'avoir un maximum de brevets déposés, puis d'anticiper, en fait. Il y a un problème d'anticipation de l'évolution des marchés, de savoir ce qui va être la norme plus tard, et d'essayer de bien construire et connaître. Et voilà, tout ça, ça relève d'une véritable stratégie brevet qui est à mettre en place par les entreprises à l'aide, par exemple, des CPI, et que nous, en tant que service public, on puisse appuyer par un cadre législatif qui soit prédictif, finalement. C'est ça qu'on attend, hein, c'est que la prédictibilité de ces sujets-là et des tribunaux en particulier. Voilà. Merci. Je me tourne du coup vers Patrice Vidon. Après avoir, entendu finalement le rôle de l'INPI pour asseoir la propriété intellectuelle comme outil au service de la souveraineté française, et puis l'approche des entreprises privées. Du coup, Monsieur Vidon, quel est le rôle des organisations professionnelles en fait dans ce schéma? Merci, chers confrères, puisque nous sommes confrères, n'est-ce pas? Je voudrais juste faire une incidente en transition, ou deux incidentes. La première chose, c'est que vraisemblablement, le discours le plus important, le discours de l'INPI est important, le discours des conseils est important, mais c'est celui d'Yann. C'est-à-dire que ce sont les acteurs, évidemment, sont nos clients ou les entreprises qui, elles, mettent en œuvre l'application. Donc, c'est vraiment, il faut tout le temps être à l'écoute de la réalité à laquelle les entreprises sont confrontées. Il faut être assez modeste, on donne des conseils, mais les conseils n'ont de valeur que si on écoute quelle est la réalité du terrain. Deuxième remarque, le privilège d'être un peu âgé, c'est de voir qu'en matière, on parle des brevets essentiels aux normes dans le domaine des télécommunications par les mobiles. Moi, j'ai beaucoup accompagné ça depuis le début. On a accompagné la star française qui avait percé, qui était extraordinaire dans ce domaine, et on avait bâti leur politique de propriété intellectuelle face aux géants qui possédaient des brevets. Et la grande différence qu'il y a eu entre la 2G, qui était un vrai succès européen, pour faire court, hein, et la 3G, la 4G ou la 5G, c'est qu'au moment de la 2G, l'Europe avait une politique industrielle. C'est que l'Europe avait imposé une coordination, proposé une coordination, menée à l'époque, c'était Nokia, c'était Ericsson, ils sont toujours là, mais plus dans les mêmes conditions, c'était Siemens, c'était Alcatel, etc., et avait organisé, au point que ce soit l'ETSI, un organisme européen, qui était
l'organisme de centralisation. C'est toujours lui, d'ailleurs, hein, pour des raisons historiques. C'est l'organisme de centralisation. Et il y avait une politique industrielle. Et l'Europe a extraordinairement fonctionné là-dessus. Et puis, à un moment, l'Europe, j'ai un peu de politique là, mais l'Europe a décidé de ne plus faire de politique industrielle. Il y a eu moins de coordination. Et effectivement, ce qui s'est produit, c'est que les autres sont aussi intelligents que nous et parfois mieux organisés. Mais revenons davantage sur l'action de la profession. Et si vous me permettez, Geoffroy, je vais à la fois traiter du constat et des actions, mais je vais le faire brièvement parce que j'ai déjà un peu pris la parole. Qu'est-ce que fait la compagnie? Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, privilège d'être un peu associé aux activités de la compagnie depuis presque un quart de siècle. Ça me fait peur de dire ça. J'en étais président, j'en étais vice-président. Les présidents sont généralement associés à leur activité et les anciens présidents sont toujours très associés à ce qui se passe. Et le constat qu'on peut faire, c'est que la compagnie a toujours eu le sentiment qu'elle devait jouer un rôle international, toujours. Ça remonte d'ailleurs à l'histoire, puisqu'on se rappelle que les Français ont joué un très grand rôle dans l'établissement du système international de la propriété intellectuelle, avec la Convention de Paris, etc. Bon, et c'était quand même des avocats et des conseils, donc des professionnels libéraux, qui ont créé ça. Et je vous rappelle que, tout le monde le sait, l'Association internationale de protection de la propriété intellectuelle, la IPPI, qui est un organisme de droit comparé international extraordinaire, dans lequel tous les États un peu importants et tous les professionnels des États importants, avec les trois composantes, la composante d'avocat, la composante conseil, la composante surtout de l'industrie, contribuent à comparer les normes et à proposer des évolutions qui ont un rôle d'influence très important, hein, ce travail-là. Eh bien, cette association, elle est d'origine française, son nom est toujours français, et donc on a toujours eu cette tradition, on hérite, quand on rentre dans cette profession, de cette tradition, on essaie d'être à la hauteur. Il n'y arrive pas toujours. Hein, Alors pourquoi? Parce que d'abord, on représente les déposants, les titulaires, et nous devons défendre la profession, et on ne défend nos déposants et nos titulaires. Je ne parle pas de défendre la profession. Défendre la profession, ça veut dire être capable d'aider les titulaires de droit, bien sûr. Hein. Donc, et être en mesure de le faire, avoir les compétences et la compréhension et la vision pour le faire. Et donc, ça nécessite d'avoir une vision internationale, obligatoirement. Hein. Et quand on regarde les grandes professions internationales, elles sont toutes très internationalisée et très active. L'AIPLA, l'association américaine, tout le monde, il n'y a pas besoin de la présenter, elle a un rôle central aux États-Unis. On sait que l'AIPLA, on n'imagine pas ça en France, je ne sais pas ce qu'en penserait Mme Miron, mais l'AIPLA, tous les ans, élit le meilleur examinateur et effectue un espèce de classement, hein, et donc se pose en arbitre, en quelque sorte, de la qualité de l'office qui lui rend ses services, qui est celui, le pouvoir régalien, de délivrer ou pas les titres. Et donc l'AIPLA est au centre de la propriété intellectuelle, et on imagine bien l'influence que peut avoir cette organisation, ainsi qu'une ou deux autres organisations, l'IPO par exemple, dans le cadre de la politique américaine. Les chambres de commerce aussi, par exemple, ont un très grand rôle avec le rôle de l'USTR, du trade représentatif. La Patent and Walskammer est centrale en Allemagne et, pour vous donner un exemple, a depuis des décennies une réunion annuelle systématique avec le ministre de l'économie. Parce que le ministre de l'économie s'intéresse à la propriété intellectuelle, parle de propriété intellectuelle. On avait un jeu dans le temps qui consistait à essayer de faire dire au président de la République ou au Premier ministre le mot brevet d'invention. On a eu du mal, il y en a un ou deux, on a réussi à le faire, mais c'est très difficile. Bon, en Allemagne, c'est reconnu et c'est institutionnalisé. Les Anglais, le SHIPA, ont obtenu que l'office anglais, britannique, soit envoyé au Pays de Galles, en quelque sorte, et que la profession soit bien l'acteur principal sur les matières de propriété intellectuelle. La profession japonaise est extrêmement importante. Il y a un aspect politique que je voulais souligner. Figurez-vous que l'association asiatique des conseils en propriété industrielle a été créée et présidée par les Japonais, et possède, en son sens, c'est elle qui organise les relations internationales dans cette région du monde, et possède comme membre chinois Taïwan. Et la Chine n'est toujours pas membre de l'APA. Et donc, il y a un aspect politique très important qui est joué par les Benrishikai, donc c'est les conseils. Et puis, la position chinoise, on pourra en parler, elle a également un rôle important dans le contexte chinois. Et donc, une responsabilité aussi des conseils, puisque nous pensons que nous sommes un peu la première composante visible de l'écosystème français
vis-à-vis des acteurs, attention, bien entendu pas vis-à-vis des États ou des administrations, où là, le rôle de l'INPI est fondamental. Dans la négociation du PPH avec le Japon, on n'a pas eu grand-chose à faire, et c'est quelque chose d'extrêmement remarquable qui a été fait dans le fait de faire reconnaître les AOP et les indications géographiques. Il y a un travail absolument remarquable qui est fait par les directeurs de l'INPI successifs. Mais sur ceux qui ont le contact avec l'ensemble des professionnels, avec le réseau des professionnels de la propriété industrielle et avec leurs clients, ce sont les conseils. Et ça nous, tous les jours, en quelque sorte, dans la gestion de nos dossiers, dans les relations avec les professionnels, dans le traitement de l'évolution des droits, on a obligatoirement, en tant que professionnel et en tant que profession, le sentiment qu'on joue un rôle dans ce cadre. Alors, Geoffroy, si vous permettez, j'enchaîne, comme ça, vous n'aurez pas besoin de me redonner la parole et je vais faire court. Je vais donner quelques exemples. Alors, on sait que la profession a joué un rôle assez important dans la création de l'IEPPI et le fait, non pas la création, mais le fait de faire en sorte de renforcer le pôle de Strasbourg. J'étais président à l'époque, donc la faiblesse de connaître un peu ce dossier, le fait de reconnaître que Strasbourg devait rester un centre important pour faire pied à un certain nombre d'autres centres européens, parce que l'Europe n'est pas grande sans la France, mais non, c'est l'inverse que je voulais dire. D'ailleurs, la France n'est pas très très grande sans l'Europe dorénavant, mais l'Europe n'est pas très grande si la France n'est pas forte. Donc il faut défendre les deux. Également très important, et ça se sait pas toujours, nous avons un meilleur secret professionnel que les Allemands. Et donc, les étrangers peuvent nous confier davantage en sécurité leurs dossiers, par exemple les Américains, qui sont très sensibles à ça, parce que nous avons un article sur ce secret professionnel qui est au niveau législatif dans le Code et qui reconnaît l'extension de ce secret professionnel à nos dossiers, à nos relations avec les avocats, etc. Et ça, c'était extrêmement important de pouvoir être fiable sur ce point. Les Allemands n'ont pas ça, et donc on peut avoir des difficultés en cas de discovery. Autre action géopolitique, la loi Pacte. C'est clair qu'on s'est engagé sur la loi Pacte parce qu'on pense que la France doit avoir un niveau de qualité des titres et un niveau de qualité de son office qui est au moins égal à celui de ses grands voisins et des grands pays internationaux. Et je fais très court, et pour une autre raison, s'il y a des questions, on y reviendra, parce que la loi Pacte ne plaît pas beaucoup aux grandes entreprises, on peut le comprendre, mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on dépose plus de brevets, et la cible de la loi Pacte, ce sont les petites entreprises, et une petite entreprise aura du mal, et a toujours du mal, à faire confiance à un système SGDG, dans le cas où on nous dit que finalement l'Office délivre des brevets et que ne peut pas interdire la délivrance de brevets qui ont de l'activité inventive. Et donc, il est évident que la boule de neige qui prendra du temps, qui doit arriver dans la crédibilité accrue du brevet, doit servir l'ensemble du tissu, même si ça gêne un peu certains intérêts dans l'immédiat, puisque le système ancien permettait un certain nombre de stratégies qui étaient agréables à un certain nombre d'entreprises, et on peut le comprendre aussi. Troisième sujet, la juridiction unifiée des brevets. Très important, ce tribunal, cette juridiction européenne qui complète le système européen. Curieusement, la profession a toujours été pour depuis le début, alors que c'est plus mitigé dans les pays voisins. On a toujours soutenu cela, et on a eu la chance d'avoir deux présidents successifs, il faut le dire, quand on est content de ces présidents, le président Sarkozy et le président Hollande, puisque le fait que la France soit conservée, je dis conservée parce que ça a été contesté, comme siège de la juridiction, a eu lieu dans l'entre-règne. Et qu'ils se sont au moins parlé sur ce point pour faire en sorte que le dossier, ou non pas empêcher que le dossier, alors on sait que c'est plus compliqué que ça, que Munich et Londres ont essayé d'obtenir un certain nombre de choses, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais il y a eu une constance sur le fait de dire qu'on devait jouer un rôle important. J'ai un regret, c'est qu'on sait que les Allemands ont nommé 4 divisions locales, et que certaines acceptent l'anglais, certaines ne l'acceptent pas. Donc, ils ont tout un système qui permet de faire du germanisme et puis un autre qui permet de faire de l'ouverture, et 4 divisions. Donc, c'est énorme. Je pense qu'on aurait dû faire en sorte d'en avoir au moins 2 en France, dont une à Strasbourg, puisque là, on aurait eu la proximité avec l'Allemagne et on aurait très bien pu essayer de négocier ça. Et je me demande si on ne peut pas encore le négocier, puisque ce dossier est reparti. Et puis enfin, dernier sujet qui, d'ailleurs, va dans le sens de ce que disait le professeur de McGill tout à l'heure. Nous avons créé, la compagnie a co-créé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, avec le Covid, on ne sait plus très bien, il y a 2 ans, l'association d'analyse écologique du droit, qui s'intéresse en particulier aux droits de la propriété intellectuelle et aux enjeux environnementaux du droit de la propriété intellectuelle. Et là, il y a des choses à faire, il y en a au moins 2, je les cite très vite. Les écolabels, c'est quelque chose qu'il faudrait promouvoir
pour faire en sorte qu'on puisse reconnaître avec des vrais critères, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent pour les labels, mais en utilisant le droit de la propriété intellectuelle, de reconnaître des produits marqués qui portent bien une qualité environnementale conforme à des standards qu'on établirait, from cradle to, j'ai oublié comment ça se dit en anglais, là, d'être sûr que la totalité de la chaîne soit bien environnementale. Il y a un vrai travail à faire. Il y a d'ailleurs des personnes de l'INPI ou dans cette personne de l'INPI qui travaillent à ça, sur ce sujet. Deuxième sujet, les brevets verts, c'est un vrai sujet. Le fait de faire en sorte qu'on identifie bien ce que sont des brevets verts, on pourrait même imaginer des procédures particulières et nous y travaillons. Donc voilà, Geoffroy, ce que je pouvais dire, à la fois en plus sous le contrôle de mon président, qui complétera le cas échéant, mais au sein de la compagnie, à tort ou à raison, avec des actions qui peuvent être critiquables certainement, mais on a toujours senti qu'on devait faire des choses, et il y a toujours eu des collectifs en interne qui ont travaillé à des visions, à des ambitions, des actions, et on y passe du temps pour porter, je termine sur une note un petit peu, j'essaie d'être optimiste, puisqu'on a entendu un peu de pessimisme, un espèce d'idéal universel, mais positif, hein, et on pense qu'on est quand même tous héritiers aussi de ça, et puis un goût, je dirais, de la responsabilité individuelle en tant que conseil. On est pénalement responsable de ce qu'on fait, hein, donc on sait qu'une personne peut faire quelque chose et porte cette responsabilité, mais évidemment, on ne fait rien tout seul, et donc aussi en action collective. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Monsieur Vidon, pour ces propositions. Donc, ça nous a permis de bien engager la deuxième partie de cette table ronde qui va forcément être réduite en termes de timing puisque l'heure tourne. Et puis, je propose effectivement d'écouter, nos clients, les entreprises finales qui sont effectivement les consommateurs, les usagers principaux de ce système. En termes de conclusion. Mais avant ça, je voudrais rebondir avec Madame Miron. En fait, on a commencé à écouter certaines propositions de la CNCPI, je dirais, pour continuer de promouvoir la propriété intellectuelle en support de la souveraineté française. Est-ce que du côté de l'INPI, vous avez aussi quelques propositions alléchantes à nous faire? Nous, à l'INPI même, j'ai envie de dire, notre but finalement, c'est qu'il y ait un maximum de brevets déposés par les entreprises françaises. Donc pour cela, on a mis en place toute une gamme de services pour ces entreprises pour qu'elles puissent déposer. Donc cette gamme de services, elle va du plus bas, c'est-à-dire de juste sensibiliser une entreprise à qu'est-ce qu'un brevet, à quelque chose de qu'on appelle d'ailleurs la masterclass pays, qui est faite avec des CPI d'ailleurs, pour cette fois-ci aller plus dans la stratégie et l'internationalisation, donc pour pouvoir montrer à l'entreprise comment utiliser cet outil, la propriété intellectuelle, pour pouvoir se développer à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et puis là, on a un nouveau bébé aussi qu'on appelle Alliance Pays. Donc, c'est une nouvelle offre de l'INPI qui permet de faire un peu plus d'open innovation entre les partenariats publics et puis les partenaires privés. Donc, aider finalement nos laboratoires de recherche à sortir d'un laboratoire de recherche et d'aller vers le concret et vers l'industrie en sécurisant donc la propriété intellectuelle, qui est vraiment l'enjeu majeur de la recherche et développement. Voilà, je voulais rebondir un petit peu sur ce que M. Vidon a dit sur les autres pays qui ont vraiment une politique propriété intellectuelle très élevée avec PIA et puis les autres cabinets, les autres équivalents de la CNCPI. C'est vrai que là-bas, on est sur un tout autre niveau. Hein. On a le directeur du KIPO, donc du Korean Intellectual Property Office, le dernier que j'ai connu, donc je ne sais pas si ça a changé depuis, il a dû quitter son poste pour devenir le ministre de l'économie. Donc, ça donne une idée effectivement du niveau dans lequel est débattue la propriété intellectuelle. Et puis, de même, au Japon, le Premier ministre, une fois ou 2 fois par an, rassemble tous ses ministres uniquement sur le sujet de la propriété intellectuelle. Donc, il passe une demi-journée à une journée à ne parler que de propriété intellectuelle. Donc c'est vrai qu'on a des pays qui,
Après, pour la Corée, ça se comprend, hein, parce que les ressources naturelles coréennes sont quand même très vastes. Ils misent tout sur l'innovation. Hein. Toute leur stratégie de croissance, elle est sur l'innovation. Donc, pour eux, l'enjeu de propriété intellectuelle, c'est un enjeu de survie. C'est-à-dire que si jamais ils perdent l'innovation ou que leur innovation n'est pas protégée correctement, cela veut dire qu'il y a un risque fort de décroissance. Donc, l'économie est portée par cette innovation. Voilà. Et puis, je me rappelle aussi d'une mesure du Japon sur l'assurance à l'export. Donc, au Japon, par exemple, si jamais une entreprise japonaise doit s'installer en Chine, les entreprises japonaises, des fois, ont un peu peur de se faire copier en Chine, puisque la Chine a réputation de pays copieur. Eh bien, les Japonais ont une assurance qui permet à une PME japonaise, si elle se fait copier, donc c'est l'État qui va prendre en charge les coûts de détectives privés sur place pour vérifier si c'est copié ou pas, les coûts d'avocats sur place pour ensuite aller au procès, de façon à pouvoir sécuriser et dire à ces entreprises japonaises, c'est bon, allez en Chine, nous, l'État, on vous protège concrètement avec des offres, voilà, et c'est une offre qui est gratuite, hein, c'est une assurance gratuite, il n'y a pas besoin à l'entreprise de payer pour pouvoir avoir le droit à cette assurance. Voilà, donc le rôle de l'État, il est quand même très important. Je voulais remercier M. Vidon aussi d'avoir parlé du PPH, puisque c'est moi qui était au Japon et qui a fait toute la négociation. Et ce qui nous a permis de faire cette négociation avec le PPH et donc d'entrer en négociation avec un des IP5, c'est justement cette loi Pacte, hein, c'est cette activité inventive. Sans cette activité inventive, LinkedIn n'était pas au même niveau que les autres IP5, donc on ne pouvait pas concrètement faire établir des agreements entre nous, puisque nous n'avions pas le même niveau de brevet. Et donc, cette loi Pacte nous a vraiment beaucoup servi pour pouvoir mettre en place le PPH Japon, et j'espère d'autres PPH. Voilà, je tease, mais probablement l'année prochaine, nous aurons 1 ou 2 PPH de signés en plus. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on entend bien, je dirais, les objectifs de l'INPI d'augmenter le nombre de dépôts de brevets. En parallèle de ça, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'éduquer les déposants au système des brevets, parce que outre la quantité, la qualité en fait des brevets me semble essentielle. Et pour être en contact, je dirais, très régulier avec des jeunes entreprises innovantes, des PME ou des startups, qui ont tout un univers à gérer, qui ont des business plans à faire, qui ont des relations compliquées avec des laboratoires de recherche publique. C'est des sujets extrêmement compliqués. La propriété intellectuelle, c'est vraiment extrêmement complexe. Et donc, il y a un besoin d'éducation qui est très important, je pense, de ces patrons de PME et de TI innovantes sur les problématiques de propriété intellectuelle. Et je pense que le fait d'augmenter le nombre de brevets déposés va forcément pousser les gens à pratiquer et du coup à se former donc sur le terrain, je dirais un petit peu sur ces questions. En conclusion, Yann Dietrich, on a entendu plusieurs propositions, je dirais, dans le cadre de ce webinaire. On a fait une revue qui n'est pas exhaustive du sujet parce qu'il y a tellement à dire. Est-ce que ces propositions vous semblent pertinentes? Et puis, j'espère que oui. Et de quoi est-ce que vous avez besoin? Finalement, on est à votre écoute aussi pour conclure sur ce sujet. En fait, si je fais écho par rapport à mon expérience précédente dans certains groupes américains, il y a besoin qu'il y ait un peu plus de patriotisme des acteurs français, parce qu'effectivement, quand je vois, j'ai pas assisté à plus de réunions de coordination des positions américaines avant des réunions internationales. Et j'ai jamais assisté à de telles réunions entre les entreprises et les autres acteurs français. Il y en a beaucoup moins. C'est moins coordonné. On n'a pas des acteurs comme Microsoft, Intel, Facebook, ou tous ces gens-là
ont coordonné systématiquement nos positions. Par exemple, à l'ETSI, sur un certain nombre de négociations, on a plus de facilité à se coordonner, je trouve. Et ça, c'est à travailler en bande. Je vois, par exemple, l'industrie allemande là, qui a été capable de monter un data space sur l'automobile avec des choses éminemment compliquées. Et des fois, je trouve qu'on a ce manque de flexibilité. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est culturel, peut-être que c'est quelque chose où on a plus de mal à faire, mais il y a une espèce de résistance. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on le voit sur pas mal de choses. Pareil, une PME technologique française qui est attaquée, on devrait avoir la capacité à pouvoir la défendre, à la faire acheter par un grand groupe français. Alors, ça vient à ce que Patrice mentionnait, hein, la politique industrielle. Hein. Des fois, c'est des choses aussi simples que ça, mais fixer des objectifs en groupe sur un certain nombre de sujets et essayer de les atteindre, c'est éminemment important. Et garder des choses peut-être des fois un peu simples, parce qu'on a un certain nombre de choses de financement et autres sur la R&D ou autres, où les conditions de propriété intellectuelle et les choses attachées à ça, je ne parlerai pas de relations avec les acteurs publics où le mandataire unique nous a évité les copropriétés à 10, mais faire simple, ne pas nécessairement avoir un tabou sur le patriotisme, et des fois aussi avoir une vision claire. Il y a d'autres approches. Hein. L'open source, c'est une approche, d'autres approches. Par contre, ça ne veut pas dire ne pas déposer de brevet. Quand je dis avoir des approches libres, pour assurer la liberté, c'est comme la dissuasion nucléaire. On garantit la liberté, on garantit une règle de jeu si on est capable de jouer si les choses se passent mal. Ça a ses limites. Hein. Il ne faut pas non plus avoir de fausse naïveté sur ces choses-là. Mais effectivement, c'est être capable d'influencer et que acteurs publics, privés travaillent plus ensemble, je trouve. C'est des choses, encore une fois, hein, c'est par rapport à un ressenti que j'ai vu par rapport à des groupes étrangers. Merci, je pense que c'est une remarque très intéressante et on pourrait se poser la question de qui pourrait porter ce projet. Je pense que ce serait intéressant. Je pense quand même, juste pour intervenir juste une seconde, aux chambres de commerce d'étrangers qui quand même regroupent les entreprises françaises justement pour donner des positions et essayer de faire du lobby ensemble avec les pouvoirs publics sur les marchés étrangers. Donc, on fait ça quand même dans une certaine mesure. Alors, peut-être on peut s'améliorer, il y a des pistes, mais c'est pour dire que ce n'est pas inexistant. Et effectivement, on n'arrive pas en marche avec le drapeau américain derrière nous, le drapeau français derrière nous, mais ça existe, on essaye de faire ça. Du coup, comme le créneau horaire est un petit peu dépassé, je vais rendre la parole à Monsieur Soustel. Après, on a commencé un peu en retard aussi, donc je pense qu'on sera excusé. Mais on est aussi vendredi après-midi, donc peut-être que voilà, nos auditeurs sont pressés de poser quelques questions avant de partir en week-end. Donc voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Soustel pour la suite des débats. Alors oui, merci beaucoup, Monsieur Cousin, pour la table ronde. Merci à tous les intervenants de la table ronde également. Alors, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Alors, la caméra est un peu capricieuse. Alors, j'ai vu Frédéric Portal lever la main. Je ne sais pas si vous aviez une remarque ou pas. Si vous... Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça pourra peut-être lancer les questions. J'avais une remarque sur laquelle les intervenants de la table ronde pourraient peut-être rebondir. On parlait beaucoup, et moi d'ailleurs j'ai axé ma présentation sur l'éducation et la stratégie mise en œuvre par les entreprises, mais je pense aussi au travers des discours qu'on a pu entendre, un des points importants qui me semble, c'est aussi d'éduquer non pas seulement les dirigeants, mais nos politiques. Quand on voit les épisodes de discussion de la levée des brevets cet été au plus haut niveau de l'État, on voit bien que nos politiques ne sont pas sensibilisés, et certainement moins bien même que les chefs d'entreprise, aux questions de propriété intellectuelle. Et quand vous interveniez pour dire au niveau des NPI qu'effectivement dans les pays asiatiques, on peut avoir des hauts dirigeants qui font des points en propriété intellectuelle au sein du gouvernement,
ce serait effectivement très intéressant que notre gouvernement, que ce soit au niveau français ou européen d'ailleurs, on puisse avoir ce type de point. Une deuxième remarque, c'était sur le patriotisme français. À mon avis, au vu des puissances en jeu face notamment à la Chine et aux États-Unis, il faut aborder cette question du point de vue européen. Et puis, en plus, du point de vue du droit de la concurrence, c'est infaisable, légalement parlant, d'avoir simplement le prisme français. Alors, toutes ces questions du fait que ce soit des questions à poser au sein de l'Union européenne sont d'autant plus difficiles à traiter, vu mettons les mots sur les faits, hein, le manque d'organisation au niveau de l'Union européenne et de stratégie réellement politique. Donc, quand on parle, comme Patrice Vidon l'évoquait, de stratégie de politique industrielle au niveau européen, effectivement, il faudrait qu'on ait une réelle stratégie de politique industrielle au niveau européen. Et enfin, et peut-être pour d'ailleurs soulever une question, du coup, j'avais évoqué dans ma présentation la différence du nombre de dépôts entre la France et l'Allemagne. Alors, c'est vrai qu'on prend toujours ce comparatif. En gros, la France dépose moitié moins de brevets que l'Allemagne. Il est vrai aussi que la France n'a pas du tout la même structure du tissu économique, avec beaucoup de plus grosses entreprises. Donc, c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais peut-être que les entreprises françaises qui sont des groupes internationaux n'ont pas ce besoin vital qu'ont les PME de se défendre par leurs droits de propriété intellectuelle, mais y arrivent via leurs réseaux commerciaux, leur puissance sur le marché. Mais aujourd'hui, si on veut, et c'est la politique du gouvernement français en particulier, de dynamiser notre tissu économique français par la création de PME pour créer de l'emploi, favoriser la création de valeur, à ce moment-là, c'est extrêmement important de justement soutenir, et comme a pour but la loi Pacte, hein, de soutenir la protection de la propriété intellectuelle des PME. Parce que si on voit le tissu français, économique français, se réorganiser avec plus de PME, si là on n'a pas plus de dépôts et de protection, à mon avis, ça sera problématique. Alors la question est, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, ou quelles sont les actions de l'INPI sur cet aspect-là, même au-delà de la loi Pacte, pour cette prise de conscience, notamment sur la protection des PME. Oui, alors pour répondre rapidement, en fait, on a bien conscience de la force de l'Europe. À l'INPI, on travaille énormément avec le UIPO et j'en ai bien conscience puisque maintenant je suis responsable Europe pour la direction de l'action économique. Et une grosse partie de mon temps est la coordination avec l'Europe. Donc, que ce soit avec la Commission européenne qui a, pareil, un bureau dédié à la propriété intellectuelle, qui est d'autant plus important hein, puisque c'est l'Europe qui gère les accords de libre-échange avec les autres pays. Et donc, on a toujours un chapitre propriété intellectuelle dans chacun de ces accords de libre-échange qui est négocié donc, par la Commission européenne, mais avec les États membres aussi. Hein. Donc, ces accords nous arrivent par le SGAE. Et donc, on a une coordination avec l'Europe hein, oui, effectivement, pour être à l'échelle d'une Chine ou d'un États-Unis, parce qu'effectivement, juste la France, on ne fait pas le poids hein, pour être honnête. Et donc, on a conscience de ça. Avec le UIPO et nous, à l'INPI, on a une politique de sensibilisation des entreprises qui est très poussée. D'ailleurs, la France est je pense, parmi tous les États de l'Europe, on est dans le top 3 ceux qui vont le plus vers les PME, en fait. Hein. Donc, l'INPI a un vrai travail avec les PME et on travaille avec le UIPO là, sur des nouveaux systèmes pour financer donc, l'accès à un CPI pour des PME, par exemple, ou pour financer une partie des taxes, le remboursement des taxes, donc CPI des taxes. Donc oui, on a confiance, on travaille là-dessus très fort et on a besoin aussi d'un retour des entreprises pour nous dire, aussi des CPI pour dire si là où on va, ça convient aussi ou pas. On aimerait bien avoir plus de retours
sur ce qu'on fait, j'avoue. Mais en tout cas, on travaille beaucoup dessus. C'est une des priorités à l'INPI. On a beaucoup de staff là pour répondre aux entreprises et pour aider les entreprises. C'est une de nos priorités. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense aussi, pour rebondir un peu sur votre dernière remarque sur la question du retour d'expérience, je pense qu'il faut réaccentuer encore aussi les formations au sein des écoles d'ingénieurs, au sein de l'université, sur la propriété intellectuelle et sur, non pas des modules brevets sur le droit des brevets, parce que ça ne va pas intéresser les étudiants, c'est sur la stratégie qu'il faut mettre en œuvre quand on va être en entreprise et comment évoluer grâce à ces outils. Et le but, ce n'est pas de chercher à maîtriser ces outils, puisque par derrière, on aura des CPI, des avocats qui vont aider à les maîtriser, mais c'est justement comprendre les enjeux et avoir pour nos futurs entrepreneurs, nos futurs directeurs de R&D, en main les clés pour bien se protéger, que ça soit intégré vraiment dans leur formation. Exactement, donc nous sommes, ça tombe vraiment très très bien, hein, puisque nous étions avec, il n'y a pas longtemps, d'avoir un rendez-vous avec les commissions des grandes écoles françaises, justement pour leur proposer un cursus éducatif sur la propriété intellectuelle, notamment basé sur le MOOC qu'on vient de sortir. Et donc ce MOOC, on essaie de toucher les facs et les écoles pour l'instant, donc afin de pouvoir former non pas effectivement à la procédure brevet, hein, ce qui n'a pas forcément d'intérêt pour les étudiants, quoique, mais surtout sur la stratégie lorsqu'ils vont arriver sur le marché, de à quoi ça va servir, à quoi ça sert une marque, à quoi ça sert même un secret d'affaires, à quoi ça sert et comment on protège un secret d'affaires, parce que c'est pas si évident que ça, le brevet et tout ça. Donc oui, on part aussi là-dessus. On est en amont. Je dirais que là, on a peut-être pris du retard hein, par rapport à d'autres pays dans lesquels j'étais précédemment, qui ont des cours pour la maternelle de propriété intellectuelle. Mais en tout cas, on est dessus. On est sur ce créneau-là. Elena. Et je me permets d'intervenir sur la question de la sensibilisation. On est de notre côté, on parlait de la maternelle, Anne-Catherine. On s'apprête à co-organiser avec l'UNIFAB et avec le sponsoring de l'INPI un hackathon visant à développer un support de sensibilisation de nos jeunes de CM1, CM2 et 6e aux questions de contrefaçon et de propriété intellectuelle. Voilà, une petite incise avant de reprendre la parole pour les propos de clôture. En effet, oui, on a entendu parler de cette initiative au CEPI avec l'UNIFAB. Et merci en tout cas, Madame Miron, pour votre intervention, Monsieur Portal, pour votre question. Alors, je pense que je vais rapidement laisser la parole à Jean-Christophe Rolland pour l'allocution de clôture. Il y avait quand même une remarque dans les QNR sur la 5G. Est-ce qu'il est souhaitable de donner un point d'entrée unique aux propriétaires non résidents en Europe via la JUB ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite y répondre ou si on peut y répondre par écrit. J'ai fourni une réponse à ce sujet, d'ailleurs, Romain, si vous la voyez. Ah oui, exact. En disant qu'on pourrait dire la même chose de l'Office européen des brevets, je peux lire ma réponse, qui effectivement centralise. Et je me faisais la réflexion que l'Europe renonce à devenir un forum mondial, c'est reconnaître qu'on est maintenant trop vulnérable et qu'on n'est plus capable de continuer à imprimer les normes internationales, et par exemple les normes jurisprudentielles internationales. Et après, c'est un point de vue d'opinion. À mon avis, ce n'est pas encore trop tard. Et je pense qu'on peut encore, on n'a pas raison d'être aussi pessimiste et qu'on a encore nos chances. Et donc, à travers la JUB, on peut peut-être apporter notre vision du monde. Et franchement, chacun pensera ce qu'il voudra, mais je pense que la vision européenne du monde n'est pas forcément la moins intéressante en ce moment, quand on voit les crispations qu'il peut y avoir. Et à un moment, je pense qu'on a des raisons de culpabiliser, parce que l'Europe n'a pas toujours fait des choses dont elle peut être fière. Mais en ce moment, je pense que notre réserve nous sert et que, y compris en propriété intellectuelle, on peut jouer un rôle. Je voudrais dire un autre mot, Romain,
c'est que j'ai parlé de propriété intellectuelle et d'environnement, d'ailleurs à la suite du professeur. Et je voudrais signaler, pour ceux qui ne le savent pas, que vous avez une thèse, vous terminez une thèse, où elle est finie déjà, sur ce sujet, et que nous vous avons invité à intervenir le 27 septembre à Reims, je fais une petite publicité en passant, au colloque de l'association dont je parlais tout à l'heure, l'association écologique du droit, d'analyse écologique du droit. On espère que vous accepterez, ou je crois que vous avez peut-être déjà accepté, pour nous parler justement de la façon dont le droit de la propriété intellectuelle pourrait être complété afin de jouer un rôle, de proposer un cadre qui permette de gérer la crise climatique. Pardon pour cette assise. Non, merci beaucoup. Alors, j'ai pas vu passer encore cette invitation, mais avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Alors, Président Roland, si vous voulez, je vous laisse la parole pour l'allocution de clôture. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Soustelle. Encore un grand merci au CEPI pour l'organisation de ce colloque. Un grand merci à tous les intervenants et panélistes de cet après-midi. Les propos étaient réellement passionnants. Chers confrères, comme vous l'avez dit, le temps passe, donc je vais essayer de ne pas rallonger cette allocution de clôture. Je voudrais juste revenir peut-être sur deux axes. Donc le thème de cet après-midi, c'était la propriété intellectuelle comme enjeu de puissance multidimensionnel. Je vais d'abord traiter l'enjeu de puissance. L'étude commune de l'OEB et de l'IUIPO montrant les effets positifs de la propriété intellectuelle a déjà été évoquée cet après-midi, et j'aimerais faire à nouveau un parallèle entre microéconomie et macroéconomie et même politique publique. Finalement, que dit cette étude? Elle dit que pour les entreprises, et notamment les PME, PMI, qui ont une stratégie de propriété intellectuelle, elles sont 20% plus efficientes, pour essayer de généraliser le propos. Mais l'étude reconnaît aussi qu'il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet qui peut être mis en avant, et que c'est plus finalement une conclusion qui va vers le sens suivant, c'est les entreprises qui sont bien gérées ont une stratégie de propriété intellectuelle. Et je crois qu'on peut dire la même chose des États. Les États qui sont puissants, les USA, le Japon, la Corée, l'Allemagne, de plus en plus la Chine, sont des États qui ont un système propriété intellectuelle fort, avec un écosystème vigoureux, des conseils en propriété industrielle et des conseils généralement actifs dans le domaine de la propriété intellectuelle. Donc, ce parallèle me paraît tout à fait pertinent. Alors, la France a pris de bonnes directions, on les a citées, la loi Pacte, et puis alors le rôle de France Brevet aussi a été évoqué. Je pense que France Brevet est un exemple de levier de politique publique, peut-être de politique volontariste, alors certainement incomplet, de politique industrielle qui pourrait permettre à la France d'améliorer son rang. Bon, cela étant, dans l'Innovation Index qui est paru récemment, on voit que la France a gagné un rang, enfin a gagné une place. Donc il faut poursuivre l'effort et il faut transformer ces essais. Le deuxième axe, c'est le multidimensionnel. Je crois que l'intervention du professeur Moïse nous a tous marqués. On sent que dans ce monde en transition, dans ce monde en changement, il y a des nouveaux courants de pensée, il y a des nouveaux acteurs. On voit donc une remise en cause de l'État-nation, et là on passe bien dans le multidimensionnel. On voit des acteurs d'ailleurs qui émergent, qui ont la puissance de certains États. C'est déjà une porte ouverte maintenant de parler des géants de l'Internet comme étant des acteurs qui ont potentiellement la puissance d'un État. On voit donc apparaître de nouveaux territoires, alors que ce soit des nouveaux territoires numériques ou des territoires naturels peut-être, où les peuples premiers vont contester la souveraineté des États-nations. Donc des sortes de terra incognita. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons à nouveau des terra incognita devant nous. Ça va donc être un champ passionnant de structuration du droit,
un champ passionnant pour l'établissement de nouvelles règles de droit. On a parlé rapidement, et j'ai compris en tout cas qu'on parlait de ça en matière de soft law. Tout ça s'annonce passionnant. Ça confirme en tout cas l'intérêt de l'initiative de colloques comme le vôtre, dont nous attendons avec impatience l'édition suivante. Voilà. Cher Romain, merci. Je vous rends la parole pour clôturer. Alors, merci beaucoup pour ces quelques mots et je suis vraiment ravi que la CNCPI ait été associée à cette conférence, tout comme les autres sponsors et partenaires. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci encore aux intervenants d'aujourd'hui, professeur Moïse, Philippe, également monsieur Portal, monsieur Vidon, madame Miron, monsieur Cousin, et j'espère qu'on vous reverra, en tout cas l'année prochaine, au prochain colloque des doctorants du CEPI. Merci aussi aux étudiants de master qui ont été présents aux 3 conférences. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Bonne journée, bon week-end, et au plaisir de vous revoir alors. Également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.